Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est la puissance du D6. La puissance du D6 pour improviser. Comme je fais une partie de West March un peu bac à sable avec des joueurs à chaque fois différents, etc. en ce moment, la Shadow March, dont je vous ai parlé pas mal dans les vidéos précédentes, c'est vraiment mon truc du moment, j'ai besoin de pouvoir improviser assez vite et donc du coup j'utilise une technique très très connue, qu'on trouve par exemple dans tous les livres de règles du Grumpf, des jeux où on va pas mal improviser, de donjons, etc. Mais on le trouve aussi en fait tout simplement dans Shadow Dark, cette règle. C'est un moyen de trancher extrêmement simple. Le D6 va vous permettre de faire beaucoup de choses. Déjà, il va vous permettre de trancher quand vous devez improviser. Un joueur décide de dire « Ok, je cherche dans la pièce, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, un chandelier pour mettre un gros coup de chandelier derrière la tête d'un mec ?» Je fais « C'est une excellente question. Soit je trouve que c'est cool, que c'est cohérent, je lui dis oui. Soit je trouve que non, c'est pas possible, je lui dis non. Soit je jette un dé. » Pourquoi jeter un dé? Ça vous permet de retirer de l'arbitraire. Parce que la rule of cool, le fait de faire apparaître plein de trucs, des solutions, etc., c'est intéressant d'un point de vue narratif, ça invite tout le monde à participer à la création de l'histoire, mais ça peut enlever un peu d'impact tactique. Si à chaque fois que je dis un truc cool, ça se produit dans la fiction, j'ai peut-être moins de contraintes pour prendre mes décisions, donc c'est sympa parfois, mais je pense qu'il faut jongler entre différents outils. Celui-là, il vous permet de trancher quand vous savez pas trop. Vous pouvez jeter un D6 pour répondre à une question. 1, 2, 3, c'est non. 4, 5, 6, c'est oui. Vous pouvez jeter un D6, et quand vous faites 1, 2, c'est non. Si vous faites 3, 4, c'est oui, mais. Et si vous faites 5, 6, c'est oui. Non, il n'y a pas de chandelier. Oui, il y a un chandelier, mais il est de l'autre côté de la pièce. Oui, il y a un chandelier, il est à côté de toi. Vous pouvez répondre à plein de questions sur le monde comme ça. Mais le D6, il peut vous servir à d'autres choses. Par exemple, pour déterminer un facteur, une valeur, vous voyez. Vous arrivez devant des gobelins. Combien ils sont? Ils sont 5. Est-ce qu'ils ont l'air agressifs? Plus je fais un chiffre bas, plus ils ont l'air agressifs. Plus je fais un chiffre haut, plus ils ont l'air sympas. 2. Ils ont l'air plutôt agressifs. Ils ont dégainé leurs armes. Ils vous foncent pas dessus, mais ils vous intiment très clairement du regard et par leurs gestes à reculer et à partir. Vous voyez, je peux gérer sans même avoir des tables complexes. Juste avec un D6, je peux créer une sorte de spectre de possibilités. Je suis en train de voyager dans la pampa. Je me dis, ok, on est dans une campagne en guerre, genre territoire rural en guerre, etc. Je me dis, jette des dés. Quand je fais 1, c'est vraiment des mauvaises rencontres. Et quand je fais 6, c'est des rencontres sympas. Ok, je fais 5, c'est une rencontre plutôt sympa. Je tombe sur des pèlerins qui vous proposent de vous donner du pain et qui vous donnent la direction pour la suite des opérations. Je fais 6, oula, bah là je tombe carrément sur un chevalier qui se propose de vous escorter jusqu'à l'auberge la plus proche. Il vous jure de vous amener en sûreté. Bon là je vais un peu vite, en général il y aura une petite scène de roleplay, hein. C'est pour vous montrer. Et si je fais 1, bah c'est ok, vous traversez un vieux champ de bataille putréfié et en fait il y a des morts qui se relèvent. Vous pouvez faire comme ça aussi la dangerosité. Vous pouvez également, avec un D6 comme ça, décider de la difficulté d'une action. Il y a un trou au-dessus duquel il faut sauter. Vous n'avez pas envie de dire arbitrairement « Ah, c'est très très difficile » ou « Ah, c'est très très facile ». Vous jetez un dé, boum, 2, c'est très difficile, 6, c'est très facile. Vous avez compris le principe. Voilà le concept global. Alors j'ai fait 2 vidéos précédentes sur l'exploration et la pression du temps que je vous invite à aller voir. En fait, j'aimerais essayer dans cette vidéo, parce que finalement, expliquer le concept du D6, c'est quand même pas... Est-ce que ça mérite une vidéo? Je vous le demande. Non, on va essayer d'avoir un peu une application que je vais essayer d'en faire dans du X-Scroll. Dans du X-Scroll, jusqu'à maintenant, voilà, je faisais pas mal de tables, de machins et tout. Moi, je suis parti du principe que dans du X-Scroll, donc c'est l'exploration d'une carte avec des X, donc des hexagones, je pars du principe que dans chaque hexagone, il devait y avoir quelque chose. Il ne peut pas y avoir un voyage où il se passe rien. En fait, si je mets que des rencontres aléatoires comme élément, eh ben, il se peut qu'on traverse 10 hexagones sans qu'il y ait de rencontres aléatoires, et boum, à la 10e, il y a une rencontre aléatoire, et finalement, toute la partie précédente du voyage, elle avait assez peu d'intérêt. Donc j'ai envie que chaque hexagone, il ait un petit intérêt narratif, descriptif, peut-être même participatif si j'ai pas trop d'idées pour décrire ce qu'on voit, ou de jouer une petite scène, où vous voyez ce que je veux dire. En gros, créer un petit peu de narration dans l'exploration, et c'est pour ça que je vais me servir de mon D6. Par exemple, mes joueurs, ils commencent leur exploration, ils quittent leur village, ils entrent dans un premier hexagone, je vois qu'il n'y a pas de rencontre aléatoire. Pour les rencontres aléatoires, je vous invite à aller voir le truc sur la pression du temps, parce que je parlais d'une technique que j'ai découverte assez récemment, comme pas mal de monde, je pense, présentée par Goblin Punch, avec des points de vie pour savoir quand est-ce qu'il y a une rencontre aléatoire. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Admettons, il n'y a pas de rencontre aléatoire. Et ben mon D6 il va me permettre de quand même créer des trucs intéressants dans les hexagones. Admettons, mes PJ donc viennent de quitter leur village, pas de rencontre aléatoire, je jette un D6, je fais 5. J'ai décidé que de 1 à 6, c'était une émotion. Si je fais
1, il y a un PJ qui va devoir me décrire quelque chose qui le rend extrêmement triste dans cet hexagone. Si je fais 6, il va y avoir un PJ qui va devoir me décrire quelque chose qui le rend extrêmement heureux dans cet hexagone. On repart sur notre scénario de pays en guerre. Tu trouves quelque chose d'extrêmement triste. C'est quelqu'un que tu connaissais qui est mort peut-être. Là, c'est au PJ d'amener peut-être des éléments. S'il fait 6, au contraire, c'est quelqu'un qui pensait avoir perdu, qu'il n'avait pas vu au village depuis longtemps, qui retrouve caché dans la cave d'une ferme. Je peux le faire jouer au PJ ou je peux le faire moi-même. Vous voyez, je viens de le faire d'ailleurs. Je peux faire apparaître un PNJ qui n'était pas dans la campagne jusqu'à maintenant, mais je l'introduis. Pareil pour des paysages, pareil pour tout et n'importe quoi en fait. Et pour ça, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir une table aléatoire très élaborée. Je peux juste avoir des thèmes en tête. Avoir des tables aléatoires très élaborées pour qu'est-ce qui se trouve dans cet endroit, machin truc, ça peut être utile hein, en tant que gameplay. Mais prévoir des tables pour tout, ça demande beaucoup de préparation. Alors que le D6, il vous permet juste d'improviser facilement, tout en mettant toujours cette petite part d'aléatoire que vous pouvez avoir envie de garder. Vous pourriez aussi improviser sans le D6, juste décrire des trucs en improvisant juste. Mais le fait de mettre un petit jet de dés, ça met ce côté on découvre ensemble l'histoire. Et pour vous aussi, en tant que MJ, c'est tout l'intérêt d'avoir des tables aléatoires d'ailleurs. C'est pas tellement d'avoir une idée sur le moment, parce que vous pouvez toujours avoir une idée sur le moment en tant que MJ, mais c'est, et d'ailleurs, je l'espère pour vous, parce que c'est quand même un des skills qui peut être pas mal en tant que MJ, d'être capable d'improviser. Mais par contre, lorsque l'idée vient de vous, vous êtes moins dans la découverte avec les joueurs, genre en mode... Alors que si je jette un truc pour savoir si on fait une rencontre dangereuse ou pas, c'est la surprise pour tout le monde. Vous auriez pu avoir le réflexe de faire une histoire un petit peu classique, où quand on sort du village, bon, à proximité du village, c'est pas très dangereux, puis plus on avance, plus c'est dangereux pour atteindre un climax, genre vraiment l'histoire du héros ultra classique. Ça peut devenir boring. Ça peut créer de la surprise à l'inverse. Vous sortez, boum, vous faites un 1, c'est le pire résultat sur le dé, il y a une rencontre ultra dangereuse, pile au moment où on sort du village. Qu'est-ce que vous faites? C'est quand même pas mal. Vous pouvez amener comme ça cette petite part d'aléatoire. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Comme je disais, il y a beaucoup de jeux qui proposent cette petite méthode un peu pile ou face en fait finalement. Mais où vous pouvez faire plus que du pile ou face, parce que vous avez la petite granularité. D'ailleurs, un autre truc que j'avais pensé en exploration, la vidéo n'est pas finie, c'était une blague. Un autre truc que j'avais pensé, c'est d'utiliser l'écran 1 à 5 du dé pour effectivement déterminer le mood, etc., pour improviser, mais que le 6, ce soit un truc que j'ai prévu à chaque fois. Et ça fait que comme ça, quand on explore une région, je sais pas trop quand est-ce qu'on va tomber sur le truc important. Par exemple, vous cherchez un camp de réfugiés. Vous cherchez un camp de réfugiés, donc vous enquêtez, vous fouillez toute la région. Moi, j'ai pas décidé qu'il était dans la forêt, dans le machin, dans le truc. Même moi, le MJ, je sais pas où il est le camp de réfugiés. Je sais pas combien de temps vous allez prendre à le trouver. Et en fait, vous jetez les dés. De 1 à 5, c'est tout ce qu'on expliquait avant, mais sur 6, boum, vous tombez sur le camp de réfugiés et vous les trouvez. Évidemment, à un moment donné, si je vois que la séance arrive vers la fin, qu'on n'a pas atteint d'objectif important, boum, qu'on a juste eu quelques rencontres aléatoires, etc., je peux décider de drop le camp des réfugiés. C'est pas gênant. Mais il pourrait arriver plus tôt dans la partie. Ça peut être marrant. Dès lors que, admettons, leur objectif c'est vraiment de trouver le camp de réfugiés, en fait, ils le trouvent très très vite, ça peut tout changer dans le scénar et créer de la surprise. Vous trouvez vite les réfugiés, donc la séance où vous pensiez que leur galère ce serait de le trouver, maintenant, on entre un peu plus direct dans le détail du camp de réfugiés, et vous allez venir mettre la pression autrement, parce que tous les jets de rencontres aléatoires que vous faites à une certaine fréquence, maintenant, ils vont se passer dans le camp de réfugiés, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler avec les réfugiés, de prendre le pouls, d'essayer ou de faire le chemin du retour, et c'est là que le focus de la partie va se mettre plutôt que dans la recherche du camp, ça va être dans la protection du camp ou dans le retour au village, par exemple. Voilà. Maintenant, la vidéo est terminée. Maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord, à soutenir sur Tipeee pour que ces vidéos continuent. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, à proposer des sujets. Et encore une fois, à aller sur Tipeee. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao.